ce qui marque le plus à vie les astronautes, c'est la vue de la planète. Elle est finie, elle est ronde, elle n'est pas plate, elle est colorée, elle est unique, il n'y a rien qui lui ressemble, elle est isolée, il n'y a rien à proximité. Et on en tombe amoureux, on se sent en connexion avec la planète. Autant la première fois qu'on la voit, on est détaché physiquement, il y a peut-être un complexe de supériorité parce qu'on domine visuellement, mais rapidement on comprend que notre vie normale c'est sur cette planète, donc il y a une relation de connexion, il y a un lien, on se sent faire partie d'elle, elle fait partie de nous, on se sent d'ailleurs après plus lié aux choses en général dans la vie de tous les jours, et ce sont des images que j'ai dans mes cases mémoire à vie. À tout moment, je peux fermer les yeux, me replacer dans une scène que j'ai vécue dans l'espace et revivre ces moments en ressentant de nouveau les mêmes chairs de poule que j'avais en regardant la Terre. Et ça, je l'ai pour toujours. Et c'est très très fort. Podcast Story réel. Alors, quand vous montez dans la fusée, vous vous préparez à faire quelque chose que vous avez répété en simulateur. Et quelque chose pour lequel vous êtes préparé depuis des mois. Donc ça fait des mois que vous savez que ce jour-là, à cette heure-là, votre job sera de faire ça. Donc on n'est pas surpris et à la limite, on a l'impression de faire quelque chose qui est normal dans notre vie à ce moment-là. Sauf qu'on sait que c'est quand même dingue. Alors, tous les décollages, on est assis face au ciel. Dans le cas de la navette spatiale, on est assis comme dans un avion, mais le nez vers le haut, on repose sur le dos. Quand on est dans une capsule, Apollo, Soyouz, Crew Dragon, on est un peu dans un baquet face au ciel. Quand on allume les moteurs, on se sent poussé vers le haut. On ne sait pas où on va, mais on sent qu'on va quelque part. Ça pousse très fort et ça secoue un peu. On voit sur les indicateurs que la vitesse, l'altitude augmente de façon dingue. Au bout d'1 minute, on est à 1 fois la vitesse du son verticalement. Au bout de 2 minutes, on est au-dessus de l'atmosphère, à 5 fois la vitesse du son. Et au bout de 8 minutes et demie à 9 minutes, on éteint les moteurs pour toujours, on est en orbite pour toujours. Donc pendant la montée, entre l'allumage des moteurs et la mise en orbite définitive quand on arrête les moteurs pour toujours, c'est moins de 9 minutes. Pendant ces 9 minutes, vous n'avez rien à faire, sauf réagir aux pannes si vous êtes en charge de gérer les fuites de carburant, le feu, les courts-circuits, etc. Quand vous êtes passager ou touriste, vous attendez que ça se passe. Et donc, en 9 minutes, vous n'avez rien le temps de faire. Vous ne mangez pas, vous n'allez pas aux toilettes. Si vous avez un hublot dans votre champ de vue, vous regardez par le hublot, au bout de 2 minutes, le ciel est noir, même en plein jour. Mon premier décollage, c'était à midi, heure de Floride. Midi, le soleil au plus haut. Au bout de 2 minutes, par le hublot, le ciel était noir d'encre. Si un jour vous voyez le ciel noir d'encre, et dans le champ de vue il y a le soleil, c'est que vous êtes dans l'espace, vous êtes au-dessus de l'atmosphère. Donc ça, visuellement, c'est la première sensation extraordinaire. Au bout de 9 minutes, on éteint les moteurs, on vérifie les paramètres d'orbite, vérifier tout va bien, et là, on se détache du siège et on est en apesanteur pour toujours. Pendant le temps d'attente entre l'arrivée en orbite et le moment où vous vous accostez à votre destination, la station spatiale par exemple, eh bien, vous vivez d'abord, donc vous mangez, vous allez aux toilettes, vous dormez, vous vous lavez avec des gants de toilette et du savon liquide sans rinçage. Il n'y a pas de douche, donc on se passe des gants de toilette sur le corps. Vous regardez la Terre et de temps en temps vous parlez au sol juste pour vérifier que tout va bien. S'il y a des pannes, vous vous concentrez à résoudre les pannes. Le métier d'astronaute, c'est avant tout un métier de problem solver. Vous aurez des pannes et on va vous apprendre à les résoudre. Parce que plus un système est complexe, c'est le cas des vaisseaux spatiaux, plus la probabilité que quelque chose ne se passe pas comme prévu est grande, et ça ne se passe jamais comme prévu. Quand la destination est une station spatiale dans laquelle on veut pouvoir rentrer, après l'accostage, vérification de l'étanchéité, ouverture des portes, en général, on s'embrasse. Parce qu'il y a des gens dedans qui nous attendent. Et ils comptent sur nous parce qu'on leur amène des vivres, du matériel, des vêtements, et ils attendent qu'on réussisse le rendez-vous et l'accostage. Il y a une sorte de cérémonie entre ceux qui sont dans la station depuis des mois parfois, qui nous attendent, et nous. Donc on attend ce moment avec impatience parce que c'est un moment humain très très fort. On a réussi une manœuvre, une phase de la mission qui est très critique, donc de rejoindre la station. Et puis rapidement, chacun a son job. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un plan de vol. Et le plan de vol, il dit qui fait quoi, quand
et où, avec quels outils, avec quelles procédures, dans la station ou dans le vaisseau, s'il y a des choses à faire encore dans le vaisseau. Et c'est comme ça qu'est cadencée chaque journée de travail. Dans le cas des vols en navette spatiale, c'est 14 à 16 heures de travail par jour sur une dizaine de jours. Dans le cas des vols à bord de la station spatiale, c'est des vols de 6 mois. Alors c'est 8 à 9 heures de travail par jour, c'est un peu moins que la navette parce que le rythme, il faut le tenir dans la durée, avec 2h30 de sport obligatoire tous les jours. 7 jours sur 7, 2h30 de sport. Là-dedans, il y a la partie pour s'équiper et se laver. Donc ça représente peut-être 2 heures de sport effectif. Sans quoi on perd trop de muscles, trop d'os, et on devient des loques, quoi. Parce que dans l'espace, même si vous ne le ressentez pas, les toubibs vous disent, vous êtes décalcifié, vos os, atrophié, vos muscles, y compris le muscle cardiaque, déshydraté, irradié, on est beaucoup plus irradié par les rayons cosmiques que sur Terre, et on est déficient immunitaire. Donc c'est pour ça qu'avant de décoller, on est en quarantaine pendant une bonne semaine pour être sûr de ne pas choper un virus au dernier moment. Mais ce que l'on ressent, c'est qu'on ressent un afflux du sang vers le haut du corps. Tous les astronautes ont vécu ça, la tête bouffie. Parfois, ça donne un peu la migraine. Parfois, ça bouche les sinus ça congestionne le nez chez certains astronautes pendant plusieurs jours qui ne peuvent pas respirer par le nez. Parfois, ça rend malade. Il y a un astronaute sur 4 qui arrive dans l'espace, il vomit comme le mal de mer, quoi. Il est mal. D'ailleurs, on est triste pour lui ou elle, hein. Moi, j'ai eu de la chance. Autant j'ai beaucoup le mal de mer, si je prends pas de médoc. Dans l'espace, j'ai rien ressenti. Alors, j'ai vu des collègues, ils sont dans un coin, attachés sous un tendeur, sous une sangle, avec leur sac, et on fait leur job à leur place. Parce que celui qui est malade, il peut pas bosser. Et puis au bout de 2 jours, 3 jours, tout ça, ça se tasse, et on va tous à nos occupations. Dans le cas de l'ISS, le travail au quotidien, c'est un travail de laborantin. Ça consiste à faire fonctionner du matériel scientifique pour le compte de chercheurs qui sont sur Terre. Dès que vous avez un peu de temps libre, vous regardez la Terre. Et si possible, avec des collègues qui ont aussi du temps libre au même moment. Parce que quand vous partagez l'émotion, l'émerveillement de voir la planète qui défile à 28 000 km/h, on fait le tour complet en 1h30. On fait 16 tours du monde par jour. On traverse la France en 2 minutes. En 10 minutes, vous passez de l'Himalaya aux atolls turquoises de Polynésie, après les déserts, les forêts tropicales, et tout ça très rapidement. D'ailleurs, vous cherchez à prendre des photos. Mais vous ne pouvez pas dire « Oh, ça c'est chouette, je vais le prendre en photo, c'est trop tard ». Vous ne réussissez les photos que des zones de la Terre pour lesquelles vous êtes préparé à l'avance avec votre appareil photo. La première impression lorsque vous voyez la Terre, bien que vous ayez vu des photos dans les bouquins avant, c'est waouh. Il y a un effet waouh très très fort. On appelle ça l'overview effect. C'est inventé par un écrivain américain, Frank White. C'est le fait d'être bouleversé sensoriellement, émotionnellement, intellectuellement et même, je dirais, spirituellement. Parce que c'est tellement beau et vivant et coloré. Et vous voyez du minéral, vous voyez des volcans, les ouragans, les aurores polaires. Et vous voyez des villes, vous voyez des traces de bateaux. Donc vous voyez qu'il y a des humains qui vivent là. Et vous vous dites, mais comment on en est arrivé à cet îlot magique dans l'univers, isolé de tout, parce qu'on ne voit pas les étoiles. Si vous avez le soleil dans le champ de vue, l'œil n'est pas adapté à l'obscurité, vous ne voyez que la Terre, le soleil et la Lune. Et vous avez l'impression d'être tout seul dans l'univers à l'infini. Et vous demandez qui a créé ça ? D'où ça vient ? Est-ce que c'est le pur hasard ? Finalement, quelle est notre mission de terrien, d'humanité ? Pourquoi l'humanité est là ? C'est quoi son rôle ? C'est quoi notre destin ? Qu'est-ce qu'on est censé faire sur la Terre pendant les quelques milliards d'années qui lui restent à orbiter autour du Soleil, avant qu'un jour, toute vie s'éteigne sur Terre un jour. Donc on se pose beaucoup de questions, et c'est très émouvant, parce que c'est très beau, parce que vous la comparez à un vaisseau spatial. Et c'est vrai que ça nous amène à des réflexions. Si on gérait la Terre comme un vaisseau spatial, peut-être qu'on s'en sortirait mieux, à économiser, à recycler, à pas gaspiller, parce que nous, dans l'espace, on est les champions de l'anti-gaspillage et du recyclage. Pour vous donner juste un exemple, on recycle quasiment toute l'urine en eau potable qui nous sert à réhydrater nos aliments et à mettre de l'eau dans les sachets de boissons, de jus d'orange, de café, etc.
Donc on boit notre propre urine. D'ailleurs, ça fait poser des questions à certains. Mais ça vous gêne pas de boire de l'eau qui vient peut-être de l'urine de votre collègue et pas juste de votre propre urine, alors que c'est l'eau potable, quoi. Les quelques moments un peu cool dans une mission spatiale, ce sont les moments où vous mangez. Et c'est le moment avant de dormir ou après le réveil. C'est-à-dire le sommeil est programmé pour 8 heures. Alors dans les vols courts comme la navette spatiale, j'ai jamais dormi plus de 5 heures. Je prenais sur le sommeil pour regarder la Terre, pour jouer, inventer des jeux d'apesanteur, faire des boules d'eau avec les copains, etc. On essaye de manger ensemble. C'est très sympa de partager les repas ensemble. Et si possible, dans un endroit où on a vue sur l'extérieur. Donc souvent, je mangeais dans le cockpit de la navette spatiale où il y a 10 hublots. Comme dans l'ISS, les astronautes, souvent, boivent ou prennent leur repas dans la coupole qui a, de mémoire, 7 grands hublots qui donnent sur la Terre. Donc ça, c'est des moments très sympas. Et si vous voulez jouer un peu avec la pesanteur, parce que si on est un peu ludique et qu'on aime bien jouer, inventer des jeux, moi j'ai inventé avec des collègues les fléchettes dans l'espace. Alors pas avec des vraies fléchettes, mais ça jouait avec un crayon et un rouleau de scotch qui est l'outil principal dans l'espace. On a fait à un moment donné des grosses boules d'eau. Et puis, on écoute de la musique. Donc, quand je faisais mon sport dans le cockpit, en pédalant, je voyais la Terre défiler dans le sens de mon pédalage, en écoutant la musique du Grand Bleu. C'était génial. J'avais l'impression que c'était mon pédalage qui me faisait me déplacer à 28 000 km/h autour de la Terre, tout ça en écoutant la musique du Grand Bleu, qui est un film que j'ai adoré. Oui, j'ai amené du Mylène Farmer, du Madonna, beaucoup d'Elton John, j'adore, du Gainsbourg, du Michel Jonas, et puis des musiques classiques, la Symphonie du Nouveau Monde, les 4 saisons de Vivaldi. Et c'est sympa, ouais, c'est sympa d'écouter de la musique en regardant la Terre qui défile par le hublot. Je suis Jean-François Clairvoy, alias Billy Bob. Je suis monté 3 fois dans l'espace avec la navette spatiale américaine depuis les États-Unis en tant qu'astronaute NASA. Podcast Story réel. On a tous une histoire à raconter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.